Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au portefeuille en bourse de Bill Gates et surtout ses derniers achats d'actions. Rapidement, Bill Gates, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des cofondateurs de Microsoft qui a notamment fait sa fortune actuelle. Et ce gars-là, il investit en bourse, notamment via un fonds qu'il codétient avec sa femme. Et comme vous le voyez, en 2023, même si Bill Gates il a plus toutes les fonctions qu'il avait au sein de Microsoft, ça reste quand même la deuxième fortune mondiale. En termes de portefeuille, évidemment, on voit qu'à hauteur de 32%, il détient du Microsoft. C'est normal, c'est l'un des cofondateurs. Ensuite, et je trouve ça assez sympa, il détient à hauteur de 20% du Berkshire Hathaway, donc la société de Warren Buffett. Attention, on verra ça par la suite, mais il est en train de légèrement vendre ses positions, donc on en parlera tout à l'heure. Pour ceux qui sont intéressés par GuruFocus, c'est le logiciel que j'utilise notamment pour voir si les actions sont surévaluées ou non, mais aussi le logiciel que j'utilise pour voir les portefeuilles de certaines entités, de certains fonds ou de certains investisseurs, comme vous le voyez actuellement avec Warren Buffett. On peut voir les achats récents, les ventes, les allègements, les nouvelles actions achetées, etc., etc. Pour moi, c'est un outil qui est indispensable. Je l'utilise au quotidien, tous les jours. Je vous mets le lien en description, juste en dessous. Si jamais vous utilisez ce lien, ça enregistre votre IP pendant 90 jours. Et si vous finissez par vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Ensuite, à hauteur d'environ 15% de son portefeuille, il détient la compagnie des rails du Canada. Je vous fais la traduction. Ensuite, on a du FedEx, du Walmart, du Coca-Cola, du Ecolab, du John Deere, du Caterpillar et du Waste Management. Waste Management, encore une grosse position, à hauteur de 14%. Caterpillar aussi quand même, on est sur du 5%. John Deere pareil, on est sur du 4%, donc ça reste quand même des belles positions. En termes de répartition sectorielle, on est à hauteur de 40% sur de l'industrie, sachant que la compagnie du rail canadien, elle fait partie, on la compte comme une industrielle là, dans ce cas-là. Ensuite, à hauteur de 20%, on a des services financiers comme Berkshire Hathaway, on a de la technologie, évidemment avec Microsoft. Mais vous le verrez, il est aussi en train d'acheter d'autres actions qui sont liées à la tech et on voit ça juste après. Ensuite, à hauteur de 3%, on a tout ce qui va être consommation. Et les autres secteurs, ils prennent pas une grosse part dans son portefeuille. On regarde quand même quelques-unes de ces actions. Je ne vais pas refaire Microsoft parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. On va commencer par la compagnie du rail canadien parce qu'on l'a jamais faite. Avec une rentabilité qui est excellente, on a un 9 sur 10. Une santé financière qui reste à peu près moyenne. Actuellement, on est légèrement sous-évalué comme vous pouvez le voir. Je vous la fais rapidement parce qu'après il y a des actions qui sont assez intéressantes et qu'il est en train d'acheter ou qu'il a acheté récemment. Je serais curieux de savoir pourquoi est-ce qu'il possède cette action avec un si gros pourcentage dans son portefeuille, ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que c'est une entreprise qui est quand même assez endettée. On a besoin d'argent pour des infrastructures qu'il faut renouveler, qu'il faut entretenir. Donc je me pose quand même la question, pourquoi est-ce qu'il est investi de façon aussi importante dans cette action? On va attaquer les actions qu'il a achetées récemment et on commence par Visa. Visa, ça fait partie du pourcentage autre de son portefeuille. Ce qu'on a vu, c'était les grosses actions, celles qu'il possède avec un gros pourcentage de parts dans son portefeuille. En ce moment, il est en train d'augmenter sa ligne sur Visa. Visa, qui est une excellente entreprise. En termes de profitabilité, on est sur un 10 sur 10. Je crois qu'on n'a pas encore analysé d'action avec un 10 sur 10 en termes de profitabilité. Vous voyez, on a des marges qui sont d'abord supérieures au secteur d'activité, mais qui sont aussi en augmentation parce qu'elles sont plus importantes que ce qu'on a connu historiquement pour Visa. En termes de ROE, on est sur du 45%, 46%, ce qui est excellent. Donc c'est vrai qu'en termes de profitabilité, en termes de rentabilité, c'est vraiment excellent pour Visa. Ensuite, en termes de santé financière, c'est très correct aussi. On est sur du 7 sur 10 avec un cash to debt qui est très bien noté et qui est même en amélioration par rapport à la situation historique de l'entreprise. Donc une très bonne situation financière et une très bonne situation en termes de rentabilité pour cette action qui est par ailleurs légèrement sous-évaluée si on regarde la GF Value juste ici. On a aussi un revenu qui est en croissance et ça c'est une très bonne chose.
Vous voyez qu'en termes de net income et d'EBITDA, c'est pareil, on est croissant, donc c'est plutôt une bonne chose. En termes de cash to debt aussi, je crois qu'on n'a pas encore analysé une action, du moins sur cette plateforme, avec une aussi bonne situation. On a de la dette, mais on a aussi énormément de cash. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt rassurant, surtout en période de crise où les entreprises ont besoin de cash, ou encore des périodes comme on le vit actuellement, avec des taux qui sont élevés, et donc où c'est difficile d'investir, d'emprunter. Ben là, on a une entreprise qui a quasiment autant de cash que de dette. Par curiosité, là, je regardais un petit peu les incomes. C'est assez intéressant parce que on voit que c'est une entreprise qui arrive à payer pas tant de taxes que ça, quoi, par rapport à la grosseur du business. Donc ça, c'est assez intéressant, hein. Ça relève aussi d'une entreprise qui gère bien la chose. Et évidemment, on est sur un business qui est lié à tout ce qui va être data, qui sont liés aux transactions, aux revenus, etc. et à des services financiers. Ensuite, on l'avait déjà vu sur le portefeuille de Warren Buffett, mais on a Eleven Health Inc. C'est une entreprise qu'on a déjà analysée, donc je ne vais pas vous la refaire parce qu'elle est sous-évaluée. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit sur le portefeuille de Warren Buffett, mais plutôt sur une vidéo où je vous présentais des actions qui m'intéressaient et qui étaient sous-évaluées. D'ailleurs, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Je vous mets aussi la vidéo sur le portefeuille de Warren Buffett et les actions qu'il est en train d'acheter si jamais ça vous intéresse. Donc, je ne vous refais pas toute l'analyse fondamentale, mais on est sur une entreprise qui a de très bonnes notes en termes de rentabilité, avec un ROE qui est supérieur au secteur, donc qui est supérieur à l'industrie, une santé financière qui est correcte, et une GF value intéressante, avec une entreprise qu'on considère comme étant sous-évaluée. Vous allez voir juste après que ce n'est pas la seule action liée à la santé qu'il est en train d'acheter. Ensuite, on a ExxonMobil, une entreprise qui va être liée évidemment à tout ce qui est pétrole, à tout ce qui est carburant. On ne l'a pas encore analysé, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, que ce soit les gros fonds ou les investisseurs comme Warren Buffett, ils ont tous une action, une société qui est liée à tout ce qui va être carburant et notamment essence, et ils sont en ce moment en train de recharger. Par exemple, comme vous le voyez ici, Warren Buffett, récemment, il a racheté de l'Occidental Petroleum Corp, et ça fait un moment qu'il en rachète. Donc ExxonMobil, on va pas faire l'analyse complète, mais c'est un des concurrents notamment de Total. Voilà, ça fait partie des leaders dans le monde du pétrole. Ensuite, on a JP Morgan, l'une des plus grandes banques mondiales et je crois la plus grande des États-Unis. Je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est un petit peu notre BNP national. On est sur une banquière. En ce moment, personnellement, je ne suis pas trop bancaire. Vous savez que j'ai vendu, par exemple, ce que j'avais de chez BNP il n'y a pas si longtemps que ça. JP Morgan, en termes d'analyse fondamentale, c'est pas non plus la banque qui me plaît le plus, même si ça reste très correct. On n'a pas de warning. On a une situation financière à laquelle il faut quand même faire attention. Après, c'est une banque, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. C'est une banque d'ailleurs qui est rentable, il n'y a pas de souci, qui est même plus rentable que ce qui se fait dans le secteur d'activité et qui a un revenu en croissance avec une dette qui est inférieure au cash. Donc, ça reste quand même quelque chose de très solide. Et l'action du secteur de la santé dont je vous parlais, c'est Pfizer. Alors, Pfizer, c'est vrai qu'on a eu des mauvaises annonces, notamment en termes de prévision. Donc, effectivement, c'est une entreprise qui se fait sanctionner par le marché, mais qui a quand même des fondamentaux solides. On va aller voir, on a un severe warning. On va aller voir ça. Effectivement, c'est lié aux marges. Et ça pardonne pas pour une entreprise de ce niveau. Donc, on a quand même une sanction assez énorme en bourse. Vous voyez qu'on a perdu plus de 50% de la valeur de l'entreprise. Alors, il faut se méfier, là, par exemple, sur Focus, qu'elle reste sous-évaluée. Mais il y a aussi les perspectives de croissance qui baissent en même temps. Donc, attention. Avec Pfizer, il faudrait attendre un retournement de tendance et peut-être des news un petit peu plus positives pour l'entreprise parce que là on est sur une belle tendance baissière et ça pourrait continuer. Ensuite on a Oracle. Alors Oracle, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont dans le cloud et tout ce qui est serveur, etc. Comme vous pouvez le voir juste ici. Oracle, c'est quand même une entreprise intéressante. Actuellement, elle est ni surévaluée ni sous-évaluée.
Elle a une santé financière à laquelle il faut faire attention parce qu'elle fait beaucoup d'investissements. Et l'entreprise, elle doit absolument améliorer sa situation financière. Vous voyez qu'on a un cash to debt avec un cash qui diminue d'année en année alors qu'on a une dette qui augmente. Et ça, malheureusement, cette tendance-là, on ne pourra pas la garder éternellement. Vous voyez que jusqu'en 2018, on avait une bonne dynamique, on avait beaucoup de cash et une dette qui augmentait en même temps que le cash. Là, on a une situation qui est un petit peu en train de partir dans le n'importe comment. On a un revenu qui est en légère croissance, ça c'est une bonne chose, mais il faut quand même qu'on fasse attention à notre cash to debt. Ensuite, vous voyez que par rapport au secteur d'activité, on est l'un des leaders mondiaux et on a un avantage concurrentiel, on est largement au-dessus de ce qui se fait dans le marché en termes de profitabilité, avec un ROE qui est énorme. Autre chose qui me dérange, on a un PI ratio de 30. Pour une entreprise qui a cette situation financière-là, ça me ravit pas et ça me dérangerait de payer quand même un PI ratio aussi important. Personnellement, j'attendrais une plus grosse correction. Bravo à ceux qui ont pu profiter de la correction de 2022. Mais actuellement, ça me paraît un petit peu cher, même si c'est un secteur d'avenir. Forcément, on est sur le numérique. Il y a de plus en plus de choses qui circulent via Internet. Et donc, c'est vrai que le cloud, ça reste quelque chose qui va être crucial à l'avenir. Ensuite, dans les actions qu'il a achetées récemment, on a Amgen Inc. C'est un des leaders mondiaux de tout ce qui est biotechnologie. On a un chiffre d'affaires qui est majoritairement centré sur la vente de médicaments et une petite partie sur les royalties, c'est-à-dire l'argent qui touche quand quelqu'un utilise par exemple leur brevet. Encore une fois, on est sur une société qui est très rentable, qui a une situation financière moyenne. On a 3 warnings, on va voir de quoi il s'agit. Alors, effectivement, il y a un petit problème sur les dettes à long terme et les marges. Alors, ça fait quand même pas mal, même si je pense que ça reste une entreprise solide, ça fait quand même quelques points négatifs. On a un revenu qui est en croissance et c'est là qu'on a un problème par rapport au cash to debt. Vous voyez qu'on avait une très bonne situation jusqu'en 2018 et ça s'est dégradé. On voit que le cash est à peu près stable, mais que la dette augmente petit à petit. Attention quand même sur ce dossier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les actions que vous voulez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir dans les semaines à venir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.